revoilà aujourd'hui avec Roni Akrish, historien, philosophe, au Kikara Musica, au Kinor, dans ce beau cadre musical, artistique. Et nous allons demander à Roni Akrish de nous présenter, ou de nous commenter plus exactement, la Haftara Shlach, qui raconte l'arrivée de deux explorateurs, Kalev et Pinchas, à Jéricho. Et alors d'abord, Roni, peux-tu nous dire qui sont Kalev et Pinchas, ces deux explorateurs qui viennent donc voir... Voilà. Kalev est, au moment, ces deux personnages font partie donc des rescapés de la sortie d'Égypte. Ils ne sont pas nombreux. Ouais. Il s'agit de Yehoshua bin Nun, Kalev ben Yefuneh et Pinchas, 3 sur plus de, on dira, une quinzaine de millions d'Hébreux, dont les 4/5 périront en Égypte, dans l'obscurité, si ce n'est l'obscurantisme qui fut le leur. Et ceux qui sont dans le désert, qui parcourent ces 40 ans de désert, périront également du fait qu'ils seront, à la suite d'une autre histoire d'explorateurs, ceux qui diffameront le projet divin de rentrer en Eretz Israël, en conséquence de quoi ils disparaîtront dans ce désert, et seuls ces rescapés-là, avec la nouvelle génération, rentreront en Eretz Israël. La première bataille de conquête aura lieu à Jéricho, mais avant que cette bataille n'ait lieu, il faudra envoyer des explorateurs afin de connaître les tenants et les aboutissants, enfin comme dans les plus grandes batailles. Pinchas est lui celui qui interviendra contre les enfants d'Israël qui se dévoyaient avec les femmes de Moab et qui essaiera de remettre de l'ordre dans le désordre. Il est le petit-fils de Aaron, le fils d'Elazar, et il sera un des premiers grands prêtres. Donc, deux rescapés qui arrivent en explorateur à Jéricho. On peut se demander, comme nous l'avons dit hors antenne, pourquoi faut-il des explorateurs quand c'est quand même Dieu qui a promis cette terre au peuple d'Israël? Y a-t-il un manque de confiance? Bon, pourquoi? La question est à bon escient, Nathalie, et je vais te dire pourquoi. Dans le désert, l'échec qui fut celui des explorateurs est qu'ils pensaient, à mon humble avis, que tout devrait se poursuivre de la même manière miraculeuse et extraordinaire telle qu'ils la connurent lorsqu'ils étaient dans les pérégrinations du désert. Or, il n'en est rien. Lorsque vous rentrez en Eretz Israël, Dieu leur dit, Moshe leur explique, mais Yoshua l'explicite conséquemment à l'événement dramatique qui fut celui des explorateurs dans le désert. C'est aux hommes, entre les mains des hommes, de venir et de donner, de faire allégeance, acte de foi, et de consacrer foncièrement le projet divin par leurs agissements, par leur comportement, par leur conduite. Il y aura une victoire, c'est possible, mais cette victoire dépend d'abord et avant tout de l'engagement de l'homme dans l'histoire, ce que nous avions vu, Nathalie, excuse-moi de rappeler cela, mais lorsque Nachshon met le pied dans l'eau, nous avions dit que les hommes, à travers Nachshon, acceptaient de se mouiller dans l'histoire, raison pour laquelle la mer souffre. Oui. Donc en fait, Dieu, sa promesse, c'est en fait une ligne de conduite à suivre, mais c'est l'homme qui doit accomplir la promesse. Mais parce que la promesse est faite de pour Dieu, l'homme. c'est en fait un ordre, mais ensuite, débrouille-toi. C'est quand même l'homme qui va accomplir la promesse divine. Débrouille-toi en étant toujours, comme nous l'avions expliqué dans la dernière émission ensemble, en étant dans l'adhésion. Dans l'adhésion, oui. L'adhésion, c'est-à-dire... Mais sans être assuré de la réussite. Absolument. Mais ça veut dire que cela dépend pleinement et entièrement du choix d'identification qui sera le tien. D'accord. Alors, deuxième question que je voulais te poser, c'est que on découvre là un personnage féminin assez curieux. On la qualifie d'aubergiste, mais apparemment c'est une aubergiste aux mœurs assez libres, chez laquelle s'arrêtent donc ces deux explorateurs. Et cette femme qui les reçoit donc fait preuve de beaucoup de courage. Enfin, elle a 3 qualités assez évidentes. Elle est d'abord intelligente, parce qu'elle comprend ce qui va se produire, elle comprend que ces hommes-là vont avoir gain de cause et qu'il vaut mieux être de leur côté. Elle a anticipé la situation
et elle a compris. Donc, elle est intelligente. Ensuite, elle est courageuse parce qu'elle va tourner le roi en bourrique, en fait. Elle va le faire marcher. Elle va lui faire croire au roi, quand même, elle qui est prostituée, apparemment, juste simple prostituée. Elle va lui faire croire que les hommes sont repartis alors qu'elle les cache. Et courageuse parce qu'elle les cache. Que pourrait-il lui arriver si ils étaient retrouvés? Donc, en fait, cette femme-là, qui n'est pas une femme très recommandable, d'après les critères de la Torah, nous est présentée comme une femme objectivement intelligente, courageuse, généreuse, qui en plus est une bonne politicienne, car elle est en mesure d'anticiper ce qui va arriver et de négocier sa propre sécurité, parce qu'on a ici un véritable contrat qu'elle passe avec eux. Je vous protège et en échange, il me faut un signe qui m'indiquera que vous me protégez. Elle veut des assurances, des garanties. Alors pourquoi cette femme-là nous est présentée de manière aussi extraordinaire, aussi exemplaire? D'abord, Nathalie, parce que nous allons dire les mots qui se doivent concernant cette femme. Kalev et Pinchas arrivent dans une maison close. Ah, voilà. Ils arrivent dans une maison close dont la tenancière est bien loin des Madame Claude que nous avons connues dans l'historiographie française, par exemple. La personne en question, Rachav, est véritablement telle que tu l'as décrite. Lorsque les messagers du roi, ayant entendu, mais vous imaginez comment ils l'ont entendu, la maison close n'est pas si close, puisque la maison close est en vérité un lieu de passage, qui devait servir non seulement les intérêts de Kalev et de Pinchas, lesquels? Avoir des oreilles, entendre, écouter. Mais cet entendement et cette écoute sont aussi le cas de figure concernant les espions du roi. Et lorsqu'il envoie ses messagers et qu'elle décide de ne pas dire la vérité, la première question que nous devons nous poser, comment tient-elle, comment dire, pignon sur rue, comme on dirait? Mais parce que le pouvoir, ma chère, le pouvoir est omniprésent dans cette maison. Elle n'est pas close, elle est de passage. En vérité, Enfin, le pouvoir, c'est de l'information, parce qu'elle collecte les informations de tous ceux qui Exactement, passent. tu l'as compris. C'est-à-dire que sur les lupanards de la maison close de Madame Rachav, il se dit et il s'entend énormément de choses. Elle, au moment où elle voit ces hommes, elle le dit elle-même, elle a déjà entendu que les enfants d'Israël ont traversé la mer et arrivent. Elle est capable d'analyser la situation, de ne plus simplement se circonscrire à son avenir du quotidien et des lendemains. Elle veut entériner le devenir qui sera celui de cette région au vu et au su de ces envahisseurs hébreux. Donc qui tu arrivent. penses qu'elle a son propre agenda politique, auquel cherche juste à se protéger? Pourquoi est-ce qu'on nous raconte son histoire? Est-ce qu'elle a un programme qui la dépasse ou est-ce qu'elle veut juste Ce n'est pas un se programme protéger? qui la dépasse, c'est un programme à travers lequel elle se dépasse. Elle va aller beaucoup plus loin que ce que l'on pourrait entendre dans la simple prostitution. Ah oui. Elle va pouvoir se sortir des carcans de la prostitution et se refaire non pas une santé, mais une nouvelle lettre de noblesse, puisque sans rentrer dans le détail, elle épousera un de nos éminents hébreux, mais elle est consciente du bouleversement géopolitique qui va avoir lieu ici, raison pour laquelle elle s'engage. Les premiers surpris sont Kalev et Pinchas. Elle les cache, elle les monte sur le toit, elle les recouvre de je ne sais quel bois ou quel lin. Et elle fait véritablement comme si elle était d'abord et avant tout un agent des services secrets hébreux, oui, c'est ce qu'elle semble qui être. est installé à Jéricho depuis des années, un agent dormant qui, voilà qu'il se réveille et participe à l'élaboration de la première conquête des Hébreux en Eretz Israël. Ouais. Alors, je voudrais juste savoir, à ton avis, pourquoi est-ce que la Haftara prend la peine de nous raconter ce récit? Alors je pense, moi d'abord, à travers Rachav, la prostituée,
à travers les gestes et les comportements et les conduites d'un Kalev et d'un Pinchas, qui sont des sommités. Malgré ces sommités, imaginez Pinchas, grand prêtre à venir, qui se consacre à un épisode relevant des James Bond et je ne sais quel autre événement littéraire d'espionnage. C'est vous faire entendre, ô combien, que même ceux qui se considèrent au sommet des rapports transcendants et immanents entre l'homme et Dieu, sont à même de devoir servir la cause du projet divin dans l'immanence du temps et de l'espace et de s'y atteler corps et âme afin de prouver que cette transcendance n'est pas seulement dans les cieux, mais que ce projet est à même de se réaliser sur terre. En clair, en regardant Pinchas et Kalev, ben vous comprenez pourquoi il faut faire l'armée, vous comprenez pourquoi il faut servir dans l'armée, et pourquoi il faut savoir que si jamais la guerre éclatait, il faut accepter d'être mobilisé, accepter de se battre, et accepter même d'y perdre la vie au nom de l'intérêt commun. Et d'un autre côté, je termine, ces hommes d'ici haut, dirait-on, entre guillemets, descendant aussi bas pour faire valoir le projet divin, mais cette femme dont on a l'impression qu'elle est si basse, être capable de s'élever, et c'est la rencontre entre cette femme et ces hommes, la jonction qui va pouvoir se réaliser à travers une symbiose humaine qui va donner le premier sens de l'histoire des Hébreux en Eretz Israël. Oui, et c'est intéressant ce que tu dis, d'autant plus que tu as parlé de cette rencontre. Et effectivement, on voit que là, on a un cas de coopération réelle. C'est aussi une paracha sur le pacte, sur un arrangement et sur la coopération. Est-ce que cette haftara, pas une haftara, pardon, pas une paracha, est-ce qu'elle veut aussi nous apprendre quelque chose sur la coopération, sur ses limites, sur les procédures? Qu'est-ce que c'est que la coopération? Qui coopère avec qui? Peut-on coopérer avec n'importe qui? D'abord, Kalev et Pinchas. Ils lui ont fait confiance. Enfin, ils n'avaient peut-être pas le choix. Mais attends, d'abord, il y a la coopération de Kalev et de Pinchas qui viennent contrarier l'échec probant qui fut celui des explorateurs d'antan. Ils sont capables de marcher ensemble. Tu veux dire que tous les deux coopèrent entre eux, déjà? Tous les deux coopèrent au nom du projet commun. Au nom du projet commun. Du manifeste commun de l'histoire de ces Hébreux sortis des carcans concentrationnaires de l'Égypte vers une souveraineté et une indépendance que l'Éternel Dieu d'Israël leur offre. Il a fallu cette coopération. Parce que comment Yoshua envoie de nouveaux explorateurs, après l'échec qui fut le nôtre, avoir confiance en des hommes. Alors oui, la confiance en Kalev, qui fut parmi les 12 explorateurs, un des deux avec Yoshua lui-même, qui fit valoir la raison de cet espionnage et la reconnaissance de la terre d'Israël. Mais quand même, ça reste un point d'interrogation. Eh bien, il faut qu'il y ait, comment dire, plus que coopération. Il faut qu'il y ait une intimité face au manifeste commun du projet divin pour les enfants d'Israël pour que la chose se réalise. Et en deuxième point, avec cette femme qu'ils ne connaissent pas, mais qui, au vu et au su de son comportement, de sa conduite et surtout de l'acceptation de cette femme, de tout mettre en danger. Parce qu'elle le dit lorsqu'elle fait le contrat. Si je vous offre la possibilité de conquérir Jéricho, il faudra qu'en contrepartie vous sauviez. Elle ne parle pas d'elle. Fais attention. Elle parle d'abord de son père, sa mère, sa famille. Mes sœurs, et ensuite d'elle. Notre existence. Et ensuite, elle ne parle même pas d'elle de manière personnelle. Et ensuite d'elle. Donc, on comprend ici que la coopération, cette collaboration intimiste face au manifeste du projet divin concernant les enfants d'Israël, et non seulement au sein d'Israël, mais aussi avec ceux qui, parmi les peuples, seront à même, comme le fait Rachav, de reconnaître leur participation au devenir d'Israël. Merci beaucoup, Roni, pour cet éclairage sur cette paracha, sur cette haftara, Shlach, qui est... Toda Rabba. Food for thought. Et à la semaine prochaine.